Je vous ai annoncé les dessous des cartes. Je sais que vous êtes resté longtemps patient à l'attendre. Jean-Marie Kassamba, qui est avec nous sur ce plateau ce matin en costume Abakos, qui rappelle l'époque maréchal Mobutu, le retour, la réalisation, la cravate à côté, les beaux costumes. Je suppose de sa maison préférée, au Cassol, parce que je sens la finition, même à l'intérieur, les revers et tout ça. Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, bon week-end. Vous avez beaucoup de succès, monsieur. J'étais dans mon bureau, beaucoup de gens m'appelaient pour dire, voilà, c'est le meilleur journaliste de la RDC. Vous êtes beau et intelligent. Ah, c'est vous qui donnez les succès. Oui. Merci beaucoup pour l'attention. C'est surtout aussi vos analyses que les gens attendent. Parce qu'il y a énormément des machines, des laboratoires qui vont, bien évidemment, comme d'habitude, couper quelques extraits de vos analyses sur l'actualité. Ils se racontent énormément de choses, notamment en ce mois de décembre. Depuis novembre, Kisangani, le président de la République, a lancé un débat. En début de mandat, ça surprend tout le monde. Il veut soit changer, soit réviser la Constitution. La dernière sortie médiatique qui a fait énormément de bruit, c'est celle de Jean-Pierre Bemba Gombo, actuellement vice-premier ministre en charge de transport. C'est vrai, il a téléchargé quelques photos de Paris. D'ailleurs, on va se renseigner chez vous aussi si c'est la vérité ce qu'il a dit. On a vu quelques photos de Paris, mais aussi, il a abordé la Constitution. En direct, il dit... La Constitution, on ne peut pas la changer, on peut la réviser. Quelques heures plus tard, son parti politique publie un communiqué comme quoi il soutient même le changement, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Jean-Marie Kassamba? Merci beaucoup. Bon, je pense que pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, nous avons récupéré notre personnalité de base. Nous, quand nous sommes allés en Europe, pendant que le Congolais faisait les cailloux, nous, on avait choisi les études, l'université. C'est pour ça qu'on nous appelait Batouachiki. Et on est sorti là avec plutôt une autre carrière, un autre profil, etc. Je me souviens que vous aviez même dit ça toujours de votre père. Oui. Il s'est fâché contre vous quand vous alliez suivre vos amis qui cherchaient déjà les diamants tout jeunes. Il dit non, non, non. Ça, c'est pas pour toi. Toi, tu vas à l'école. Voilà. Oui, effectivement, mon père Clément Chimpak a été très sévère quant à ça. Parce que dans les années 80, 78, 80, etc., il y avait le boom des diamants à Katekelaï, un peu partout, dans nos rivières. Parce que chez nous, les diamants, c'est dans les rivières. Donc, il suffit de faire un peu de digue, vous ramassez le lit et vous t'amusez comme ça. Vous avez les pierres, vous allez au village, vous vendez, vous achetez la moto, radio-cassette et... faites la fête, etc. Et mon père ne voulait pas du tout que je touche au diamant. Il m'avait dit, toi tu vas à l'école, laissez-les s'occuper de diamants. Et on connaît la suite aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que depuis quelques temps, nous avons renoué avec la science. Je suis en train d'ajouter une thèse pour avoir un doctorat. Nous sommes à l'école doctorale du Chest, de la première promotion, dont je suis le chef de promotion. Nous sommes là-bas avec les généraux, les colonels, beaucoup de gens de très haut niveau pour réfléchir sur le Congo de demain, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la géopolitique, pour nous repositionner et faire avancer ce pays. Et nous sommes une cinquantaine des cadres supérieurs qui, dans cette première promotion de l'école doctorale du Geste, dirigée par le général Mamba, professeur Mamba, pour que ce pays ait ce qu'on appelle la résilience, l'intelligentsia au service de la gouvernance. Et ça répond à votre question. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays en général depuis 1960? Chaque dirigeant qui arrive, il vient d'abord ce qu'on appelle les bonnes intentions de faire du bien à la RDC. Mobutu, le premier coup d'État en septembre 1960, lorsqu'il avait neutralisé et Lumumba et Kasavubu au niveau de l'armée, piloté par la CIA, Mobutu avait dit non, nous mettons de l'ordre parce que les politiciens sont dans les cafouillages. Effectivement, il avait neutralisé les deux,
Et puis, il n'était pas prêt pour gérer les Zaïre, enfin les Congos d'alors. Il s'est rétracté. Enfin, les Américains lui ont dit non, non, ce n'est pas le moment. Laissez d'abord les politiciens. En septembre 1960. Et Mobutu a attendu 4 ans, pour ne pas dire 5 ans, 1965, le 24 novembre 1965, pour enfin faire les coups d'État et prendre le vrai pouvoir. Mais il était préparé. Chef d'état-major, ensuite, il était d'abord secrétaire de Lumumba, ensuite l'homme de confiance de Lumumba, et puis chef d'état-major, c'est Kasavubu qui fait de Mobutu chef d'état-major. Et il a regardé tous les gouvernements qui se sont succédés d'une manière un peu comme un fauve. Vous savez, un léopard, pour sauter sur sa proie, il regarde de loin et il saute après. Les Kimba, les Moulamba, enfin Moulamba c'était plus tard quand il était président, mais tout ceci pour vous dire que Mobutu avait dit, pas avec cette photo, il était à l'époque lieutenant général. Oui. Il a préféré d'abord neutraliser les politiciens, les laisser s'embourber pendant 4 ans, et il a fait les coups d'État un peu plus tard, en 65. Mais quand il arrive en 65, pour aller dans votre question, il dit, nous sommes venus pour mettre de l'ordre, après on va rentrer dans nos casernes, pour 5 ans. En 1970, parce qu'en 67 déjà, il avait déjà fait sa nouvelle constitution avec les Tshisekedi et les autres, pour s'installer. En 1970, 72, il fait la zarénisation, il institutionnalise le MPR, il installe le parti-État pour rester le plus longtemps possible jusqu'en 1997. Quand Mouzé arrive, il avait le 003. Vous savez que ce n'était pas la Constitution, 003. Et Mouzé était en train de s'installer. Mais il a été tué par ceux qui ne voulaient pas l'autodétermination du Congo, etc. Mais il avait déjà aussi, lui, nettoyé Mouzé. Les partis politiques étaient un peu mis en veilleuse, etc. Pour revenir, pour faire en quelque sorte le régime de l'AFDL, etc. Mais il a été stoppé par les ennemis de la RDC. Joseph Kabila, quand il arrive, certes, il a reconfiguré le Congo pendant la transition avec les autres. Il a refondé la nation avec la constitution, les premières élections, les deuxièmes élections. Mais il y avait des gens autour de Joseph Kabila qui voulaient le faire maintenir pour longtemps. Alors que lui, il n'en voulait pas pour rester longtemps. C'est pour ça qu'il avait dit à Kengo Wadondo, de 2009-2010, que c'était son dernier mandat lorsqu'il sera élu. Et Kengo l'a écrit dans son livre. Oui, dans ses mémoires. Ces gens-là qui disaient à Joseph Kabila, Totondi Onanute, Mingi Mingi, etc., n'étaient pas convaincus du bien-être, ni pour le bonheur de Joseph Kabila. Ne voyaient pas la stabilité de la RDC, 2016, 2017, etc. Et ils étaient le premier à la Senco à signer des documents pour interdire à Joseph Kabila une vie politique après. Vous savez, votre affaire de... sénateur à vie. Sénateur à vie. Ça ne découle pas de l'opposition. Ça découle des gens qui étaient avec Joseph Kabila. Qui aujourd'hui sont avec Félix Tshisekedi en train de boutiquer les choses pour la modification, plutôt pour les changements de la Constitution. Et ce n'est pas pour le bien de Félix Tshisekedi. C'est pour ça que vous voyez que la bonne analyse qui doit être faite est, Félix Tshisekedi a été élu, il a fait premier mandat, deuxième mandat, sur base de cette constitution. Il a fait beaucoup de choses. Moi, j'étais au Katanga, j'ai vu à Sakanya ce qu'il a fait là-bas. On en parlait par rapport à la géopolitique tout à l'heure. Regardez dans cette ville, Mbujimaï est chez moi, la voirie d'Mbujimaï. On dit que le centre-ville, ça va
Moderniser. Mais il l'a fait. Ça n'existait pas. En Boujuma et la voirie, là, qu'il a fait. Ça n'existait pas. Il y a la route Kalambambouji qui est en train d'être faite. Il y a des choses, certaines qui sont mal faites, etc. Mais il y a des choses qui sont faites. Les centres de santé, les PD 245, etc. Il a fait des choses. Mais au lieu de capitaliser sur ça, au lieu de montrer à l'opinion, à la République, aux Congolais, ce que Félix a posé comme acte qui peut rester ad vitam aeternam pour lui. Il y a des gens qui s'évertuent à faire comme ce qui était avec Joseph Kabila le faisait, comme ce qui était avec le maréchal Mobutu. Vous vous rappelez, quand, pendant la conférence nationale souveraine, il y avait 2 parlements, 2 gouvernements. Il y avait les caciques qui étaient autour de Mobutu, qui disaient, non, monsieur le président, c'est vous le président, on va imposer les Moseng, vont partir, on va, la force, on a même fermé le palais du peuple là que vous voyez, pour ne pas que les travaux de la conférence nationale continuent, parce qu'il y avait des caciques, les zélés, et qui ont abandonné Mobutu quand il a fui tout seul ici, au mois de mai 1997. Je vous ai toujours dit qu'autour ou dans l'Union sacrée, tout le monde ne joue pas le même jeu. D'abord, ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba, c'est ce qu'il pense. Et ce qu'il pense beaucoup dans l'Union sacrée. Quand il a dit tout de suite que la Constitution prévoit sa modification, et non son changement. C'est ce que tout le monde sait, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce qui est en réalité. Oui, la Constitution prévoit d'être modifiée. Quelques articles, lui il en a cité quelques articles. Joseph Kabila a changé, ou plutôt modifié la Constitution en 2010, avec le Parlement, avec tous ces gens. Il a modifié en 2010. Et c'est prévu, comme a dit Mbemba, sur la double nationalité, par exemple, un article qui ne sert à rien. La nationalité voilà, exclusive, etc. Alors que tout le monde, ou presque, a la double, la triple nationalité, ils sont là dans les institutions, etc. Il a donné des exemples des enfants. La plupart de tous leurs enfants sont belges, portugais, y compris du président etc. de la République lui-même, d'ailleurs. Mais bien évidemment, le président l'a dit lui-même, beaucoup de ses enfants sont belges. Mais ces enfants-là travaillent ici. Est-ce qu'on leur interdit de travailler? Ils travaillent. Et comment ils ne peuvent pas être élus aussi? Donc, on peut modifier la Constitution. Mais changer la Constitution va plomber la carrière des gens ou les ambitions des gens comme Jean-Pierre Bemba, qui a quel âge aujourd'hui? Imaginez, par l'absurde, que Félix Tshisekedi change la Constitution, on tombe dans la 4e République. Et cette 4e République, il lui donne la possibilité d'être à nouveau candidat. S'il fait 2 mandats de 7 ans, 14 ans. Ça lui fait 14 ans, plus l'âge de Jean-Pierre Bemba. Il aura déjà une canne là. Mais impossible. Même cas de figure avec Vital Kamerhe, même cas de figure avec Bahati Lukwebo. Qui ne se sont pas encore clairement prononcés. Mais ils ne vont pas le faire. Jean-Pierre Bemba a déjà dit ce qu'il pense. Maintenant, ce lieutenant peut publier les communiqués. Oui, c'est pas lui qui a signé le communiqué, soit dit en passant. C'est Fidel Babala. Oui, c'est comme ça. C'était on rétropédale pour un peu soigner la conjoncture. Mais regardez les fédérations du MLC à l'étranger. Moi, je viens de dépêche ce matin, qui soutiennent le point de vue de Jean-Pierre Bemba. En direct. Oui. Quand vous demandez aux gens de l'UNC, vous dites, mais cette question n'a pas encore été proposée en débat, ni à l'Assemblée nationale, ni au niveau de l'Union sacrée, donc on ne peut pas se prononcer. Mais ce n'est pas pour autant que Vital Kamerhe, qui parle d'une manière aussi spontanée, il peut aussi parler. Il dit non, moi je suis pour les changements. Il ne les dira réservé. Pas. Et Bahati Lukwebo, la même chose. Ces lieutenants vont donner des points de vue, etc. etc. Mais ceux qui n'ont pas de perspective, d'ambition, comme Mbosso, comme Kabouya. Oui, Kabouya, il est dedans, c'est son pouvoir, forcément. Mais c'est que Kabouya, il ne va pas par 4 chemins. Il dit ce qu'il veut parce qu'il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et c'est légitime. Comme Sama Lukonde, lui, il a déjà dit. Et donc... On a vu les Guilando, on a vu les gouverneurs. Oui, mais Guilando, c'est normal, et les autres. Parce qu'ils sont dans... Vous savez, le Congo, c'est comme les poissons.
enfin, qui sont dans l'eau. Ils regardent les cours d'eau, les courants. Place Maïso Tiola. Et si vous voyez, depuis 1960, c'est comme ça. Ceux qui étaient avec Lumumba l'ont lâché en cours de route. Ont suivi les putschistes. Ceux qui étaient avec Kasavubu, Kasavubu est parti mourir chez lui là-bas tout seul. Tchombe est parti mourir en Espagne tout seul. Ils ont suivi le pouvoir. Ceux qui étaient avec Mobutu, à Lancélé en 1990, aussitôt qu'il a proclamé la démocratie, ils l'ont abandonné. Kabila, la même chose aujourd'hui. Ils sont tous autour du Tshisekedi. Demain, ils vont abandonner le Tshisekedi. Là, on parle de la classe politique, mais il y a un autre levier puissant, à savoir la population qui souffre dans les embouteillages, la population qui est coupée de la République démocratique du Congo par la rébellion, la population qui a difficilement l'eau, l'électricité, à manger. Est-ce que vous pensez que ce peuple pourra jouer un contrepoids pour contrer le projet de Félix Tshisekedi? Les bonnes analyses, c'est de jauger l'opportunité et les contextes. L'opportunité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on peut changer la constitution au forceps. Mais il faut prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas de casse. On peut modifier la constitution comme ça a été fait en 2010. Mais pour quelle efficience? Parce qu'en 2010, lorsqu'on a modifié pour 2 tours, ça devient 1 tour, il y avait des perspectives politiques pour que le prochain président soit élu directement, etc. Pour qu'il n'y ait pas... Mais dans les cas d'espèce, admettons qu'on la change, par exemple en 2025-2026. Ça coïncide avec les futures élections déjà, générales. Est-ce qu'on va coupler avec le référendum? La légitimité, parce que tout pouvoir est en place grâce à la Constitution. Si vous la modifiez, quid de la légitimité des institutions? Et donc vous allez voir que les empêcheurs de tourner en haut, autrement dit, ceux qui veulent que la RDC soit en instabilité, on leur donne là une possibilité de déstabilisation constante. Ceux qui ont toujours profité des divisions, des débats en RDC pour fragiliser davantage la RDC vont en profiter. Parce que les enjeux de la RDC, ce n'est pas la Constitution. Les enjeux, c'est la souveraineté. Nous avons perdu beaucoup de nos souverainetés. Souveraineté économique. Aujourd'hui, notre économie est aux mains des étrangers. Et nous qui ne voulons pas parler des étrangers. Les banques, c'est étranger. Les mines, c'est chinois. Les commerces et les détails, c'est libanais, indien. Donc, notre souveraineté économique est déjà aux mains des étrangers. Souveraineté territoriale. Il y a des pans entiers de la République qui ne sont pas sous notre souveraineté. Plus de 2 ans. Il y a, nous on étudie ça en géostratégie, beaucoup de pays de la sous-région ont déjà l'emprise sur notre propre territoire. La Zambie fait des incursions chez nous de temps en temps pour nous tester. L'Angola à côté, le pétrole du plateau continental, mais c'est chez nous. L'Ouganda, avec l'exploitation du pétrole, le Rwanda avec le gaz, c'est chez nous. Même le Congo-Brazzaville a l'emprise sur nos territoires. Donc, nos souverainetés territoriales sont déjà entachées, sans compter le Bunagana, etc. etc. C'est ça les vrais enjeux. Parce que, à quoi sert d'avoir la Constitution et les institutions si vous n'avez pas l'emprise sur l'économie? Parce que le monde est géré par l'économie. Le monde est géré par la souveraineté territoriale en termes de contrôle. La RDC, vous voyez le pays tel qu'il est, mais regardez si vous allez du côté de Centrafrique.
Les forêts qui sont là-bas, il y a les Rwandais, il y a plein en Centrafrique. Ils ont des emprises sur chez nous. Sur le Soudan avec les Mboro, Ouganda, toute la zone avec Béni, l'EAC en fait. Hein? Burundi, ils ont transporté chez nous les Tabara et tout ça, tous ces groupes armés. Sans compter ce que la Zambie fait, sans compter ce que l'Angola fait, sans compter ce qui est tout à fait naturel. Parce que nous sommes une belle femme qui intéresse tout le monde. Or, ce qui nous importait, nous, c'est quoi, monsieur Ochoko? Et je l'ai toujours dit ici. C'est le renforcement de l'autorité de l'État, des institutions, la stabilité des structures étatiques. Parce que si vous avez le contrôle de vos territoires, de vos institutions, vous donnez le bien-être à la population, l'économie, vous allez permettre à votre territoire de ne pas être violé constamment, et vous êtes des vrais interlocuteurs avec des partenaires du pays. Biden est venu là. Justement, parce que vous parlez d'économie, il y a beaucoup de questions qui se sont posées au sujet de ce déplacement de Joe Biden, fatigué, on l'a vu en train de somnoler, mais il s'est donné cette peine. On a suivi sur LCI, on dit que ce n'est pas un dossier de Biden, c'est un dossier des Américains, donc même Trump va hériter de cela. Mais de quoi s'agit-il exactement? On a vu des croquis, une ligne qui vient de ceci, qui va jusqu'à la mer, qui traverse la RDC, Zambie, Angola. Il s'agit tout simplement, monsieur Ochokoum, de la vraie vérité de l'exploitation de notre pays depuis 1885. Ce pays a subi des prédations depuis 1885. De part et d'autre. Quand Léopold II arrive ici, il a d'abord envoyé les explorateurs, les Stanley, les Livingstone, etc. Ils ont découvert qu'on avait beaucoup de richesses. Ça coïncidait en Europe avec l'industrie du caoutchouc, c'est-à-dire de pneus pour l'automobile. Et bien chez nous, beaucoup de caoutchouc, beaucoup de bois. On a coupé les Oui, on a connu des désastres dans les Mayom, dans les Bandundu. Les mots Bandundu, c'est découle du caoutchouc, etc. Et Léopold II s'est fait beaucoup d'argent avec notre caoutchouc, notre bois, en laissant beaucoup de gens qui ont été massacrés, etc. Ça n'est suivi dans les années 1900, chez moi au Kasaï, à Chikapa, Fort Minière, au Katanga, Union Minière, l'exploitation des minéraux. C'est ce qui a créé Anvers, au Boken. La Belgique est un petit pays pauvre. La Belgique a été construite avec les richesses du Congo. Et dans les années, 1900, 20e siècle, mais c'est notre uranium qui a fini la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes pendant ce qu'on appelle la mondialisation et les matières critiques. Eh bien, c'est le Grand Kivu qui est le centre du monde. Bien évidemment, avec la transition numérique, vous avez besoin du titanium, vous avez besoin du coltan, vous avez besoin du cobalt de Kolwezi. La Chine a déjà 80% de minerais de la RDC. Les États-Unis veulent rattraper le retard. Et quel que soit un président qui arrive aux États-Unis, les intérêts des États-Unis sont au-delà. Biden est venu au soir de sa vie pour justement concrétiser seulement cela. La semaine prochaine, dans 2 semaines, il ne sera plus président des États-Unis. Mais il est venu parce que ce sont les intérêts américains. Le corridor, là, monsieur, c'est l'autoroute pour aller prendre les minéraux au Lualaba, au Katanga, expédiés directement via l'Angola et les Tanzanie, et l'intérieur de la RDC n'intéresse personne. Quand on voit bien la carte, oui, l'Angola, mais aussi la RDC voit l'océan. Pourquoi ça ne passerait pas par le Congo central? Pourquoi il faudrait que ce chemin de fer-là passe par l'Angola et pas le Congo central? Mais c'est parce que vous êtes naïf. Vous avez un projet à Banana, port en eau profonde. Vous tergiversez. Vous n'avancez pas. Vous voulez qu'on développe la RDC pour qu'elle soit une grande puissance avec ce port? Le Congo-Brazzaville a tout fait pour que
ce port ne puisse pas être lancé assez rapidement, avec route rail qui va nous amener jusqu'à Pointe-Noire, parce qu'ils ont déjà un grand port à Pointe-Noire. Mais nous, on est dans la Constitution, on est dans les discussions, etc. Quand vous regardez ces présidents qui sont là, Biden, grande puissance, qui veut aussi concurrencer la Chine aujourd'hui, parce que la Chine a tout pris en RDC, les Américains veulent prendre leur part. L'Angola, État pivot. Maintenant, c'est les gendarmes. Nous, on était les gendarmes dans les années 70-80 contre le communisme, etc. On était utilisés par les mêmes Américains. On les voit refouler brutalement les Congolais. Aujourd'hui, c'est Lorenzo qui est le gendarme de l'Afrique centrale notamment, pour le contrôle de la sous-région. Et il y aura une grande base militaire américaine du côté de l'Angola là-bas. Cette base américaine va garantir quoi? Cette route d'évacuation des matières premières. Il aurait fallu que notre président se fasse accompagner des stratèges qui présentent cette situation telle qu'elle est. Les autres ici, ce sont les profiteurs du corridor. Zambien et Tanzanie. Oui, Zambien, pourquoi? Les Zambiens a déjà terminé ces matières premières. Ils veulent maintenant d'ailleurs faire des batteries chez eux là-bas pour notre compte. Les Tanzaniens, mais la Tanzanie, c'est les ports. Nous, on avait le contrôle des Tanzanie, du port de Tanzanie, depuis Mobutu. Mais les Tanzaniens ont tout récupéré. Les développements au niveau de la Tanzanie, c'est dû à quoi? À la stabilité politique. Les Chama Pinduzi, depuis Nyerere jusqu'à aujourd'hui, la Tanzanie s'est stabilisée. Et puisque c'est eux qui décident, quels critères font qu'ils puissent choisir que cette fois c'est l'Angola qui va être les gendarmes, cette fois c'est les Zaïre qui va être les gendarmes? Mais c'est parce qu'on distribue les rôles. On avait donné les rôles de, allez, soupape de sécurité à Mobutu pour lutter contre le communisme à l'époque. Mais parce qu'il y avait le communisme en Angola, au Mozambique, il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud. Donc Mobutu était ici comme le soupape de sécurité. Mais on n'était pas si fort que ça. Les gens qui disaient l'armée de Mobutu était forte. Non, c'était les Américains, les Occidentaux. Mobutu était le représentant de l'OTAN. On donnait les moyens à Mobutu pour aller au Tchad, mais de l'autre, parce que Kadhafi était soupçonné de faire le jeu de l'URSS à l'époque. C'est nous qui installons en Angola Savimbi qui est avec nous contre l'MPLA. L'MPLA, c'était les Cubains et les Russes. Et c'est nous qui allons au Burundi, Bagaza, c'est nous. Et Mobutu, on lui donnait tout ça. On lui donnait les mercenaires, les James Graham, on lui donnait les Marocains, on lui donnait les parrains français. Et Mobutu savait jouer avec cette géopolitique. La guerre d'Ishaba, Mobutu, excusez-moi du peu, il a fait les chantages aux Occidentaux avec les étrangers qui étaient massacrés là-bas pour qu'ils puissent intervenir. Il savait faire la géopolitique de Marshal Mobutu. Aujourd'hui, on ne fait pas la géopolitique. C'est nous qui devons faire chanter Biden. On est venu nous raconter des histoires ici, messieurs, par votre ami là, comment il s'appelait? Mike Hammer. De l'Africom. Oh voilà, partenariat stratégique, etc. Il est venu même jusque sur notre plateau. Même sur ce plateau, il était à votre place là. Moi j'étais ici, il était là, pendant les Covid. Je lui ai posé la question, mais monsieur, où est les partenaires stratégiques? Ils nous avaient amené des masques et des gels. Ça y est, en train de danser. Et des gels. Et ils venaient porter les habits en pagne, ils mangeaient les foufous des kamanga, et ils dansaient. Et nous, on pensait que ces types-là, ils étaient pour la puissance de la RDC. Et donc, cette route, corridor, avec la base militaire que les Américains vont installer, ils vont le faire de gré ou de force. Et on risque, excusez-moi du peu, de perdre le poumon de la RDC, le Katanga. Et ces minéraux vont partir bruts. C'est la pépinière qu'on a vue. Oui, mais les minéraux vont partir bruts comme c'est en train de partir brut. Alors que, avec notre souveraineté, on peut transformer sur place. Exiger que dans les codes miniers, on installe des raffineries sur place, la transformation. Ça crée l'emploi. On pouvait même négocier avec les Chinois qui ont 80% de nos minéraux de nous faire des routes. Chemin de fer, par exemple. Ils sont capables de faire chemin de fer, les Chinois. Qui quittent les Katanga jusqu'au port de... qui ça l'eau profonde. Batadi, à Mwanda, là-bas.
Ils pouvaient le faire. Mais est-ce que les gens comprennent les choses comme vous êtes en train de l'expliquer? Parce que moi, j'ai regardé un peu dans l'opinion. On a l'impression que les débats, c'est plutôt, voilà, Joseph Kabila était avec George Bush, aujourd'hui Félix Tshisekedi est avec Joe Biden, on sort les photos, ceci, cela. Non, On reste sur cette polémique-là, au lieu... Mais ça, c'est la distraction. Ça, c'est, excusez-moi du terme, comme disait Bongeli, nous sommes des bébés. Nous sommes des naïfs. Le vrai enjeu, les voilà les vrais enjeux. C'est le nouveau gendarme du monde qui est, enfin, du monde, de la région des Grands Lacs, qui est ces présidents angolais. Militairement, ils sont forts. Financièrement, ils ont de l'argent. Stratégiquement, les Américains leur font confiance. Écoutez ce qu'a dit Biden, il faut vous inscrire dans la logique de Luanda pour régler le problème. Le problème n'est pas militaire. Oui, c'est le problème n'est pas militaire parce que, par exemple, nous, on n'a pas le contrôle de l'aérien. On devait avoir des vrais drones au-dessus du Grand Kivu pour gérer les Rwandais, l'Ouganda, etc. Mais les Américains ne nous donneront jamais cela. Nous sommes toujours sous embargo, qui ne dit pas son nom. Et donc, on va profiter des débats comme ces débats de constitution. Vous allez voir les ONG, les partis politiques, les ambassades, les médias, qui vont entrer dans les débats, qui vont attiser les feux. On va aller chauffer à blanc les opposants qui vont être dans la rue. On va aller du côté du pouvoir pour dire oui, oui, faites attention Katumbi, faites attention Kabila, faites attention. Et pendant que nous, on sera dans ces tourbillons, les corridors se mettent en place. Pendant ce temps, les coltons partent. Pendant ce temps, les bois du Béni partent. Tout part. Et on va nous trouver des envoyés spéciaux, des médiateurs, voilà. Mais qu'en est-il d'un point de vue des réformes? Parce que vous étiez aussi aux États généraux de la justice. Tout le monde salue le courage du jeune ministre Constant Moutamba. Mais après le rendez-vous pimpant qu'on a vu, qu'est-ce qui va suivre? Faites-moi la vraie politique, je vous ferai la bonne économie. La justice de notre pays est malade, oui, mais malade de quoi? Des textes. Si déjà nos propres textes, nous ne les respectons pas, comment voulez-vous que la justice fonctionne? Si nous-mêmes, nous instrumentalisons la justice, nous politisons la justice, les débats que moi j'ai conduits là-bas, enfin, j'ai supervisé là-bas, qu'est-ce que les gens disent, les magistrats? Oui, vous nous dites que les magistrats sont corrompus, les magistrats sont ceci, mais qui appelle les magistrats? Pour mapper tel, pour s'asseoir sur tel dossier, pour ne pas faire dire le droit correctement. Ce sont les politiques. Trouvez-vous normal, monsieur? Les gens qui sont réputés voleurs, l'argent est sorti. Et ces gens-là, on ne les juge pas. Ou on fait des procès qui ne ressemblent pas au procès. Et le magistrat, le soir, quand il va prendre sa décision, entre guillemets, avec l'indépendance de la justice, on lui dit non, 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 c'est un partenaire. Non, 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 ça va nous exploser. Non, non, non. Ça va fonctionner comment? Les 2 poids 2 mesures, ça va fonctionner comment? Avant que Moutamba soit plus efficace, il faut, que nous respections nous-mêmes les textes que nous sommes donnés. 2, qu'on donne les moyens à ces magistrats, les moyens logistiques, les moyens financiers. Moi, j'étais au Katanga, j'étais dans beaucoup de nos territoires. Allez voir le palais de justice. Dans quel état? Et donc, le plus important... C'est difficile que ce soit respecté, que ce soit pris en compte quand les infrastructures déjà ne répondent pas aux normes. Les infrastructures, mais aussi le respect des textes. Ce que dit Jean-Pierre Bemba, c'est ça les textes. Mais si les gens sont dans une posture d'une autre orientation, nonobstant ce que dit les textes, ça va causer la maladie de la justice. Mais les individus au-dessus de la loi. Oui, mais regardez en France. Pourquoi Barnier est parti? C'est les textes. Pourquoi Macron risque de démissionner? C'est les textes.
Pourquoi Trump est revenu? C'est les textes. Lorsque vous n'avez pas les textes, dans la vie, il faut avoir peur de Dieu et de la Constitution. Un peu de la Bible, le Torah, si vous voulez. Mais plus peur de Dieu et des textes. Le texte qui régit un pays, c'est la Constitution. Mais si vous n'avez plus besoin d'avoir peur des textes, la Bérésina. Félix Tshisekedi a la chance de rassembler. Et il peut rassembler. Les vrais enjeux, les voici. Parce que s'il joue bien avec Biden, il joue bien avec Lorenzo, on peut ouvrir des bretelles avec ces corridors qui va aller jusqu'au Kasaï, qui va venir jusqu'à ici à Kinshasa, et ces bretelles vont développer les Congos de l'intérieur. Aller dans nos provinces, M. Tchokoum, c'est la misère. Pourquoi? Parce qu'on est enclavé. Trouvez-vous normal un pays continent comme les autres? On n'a pas une compagnie aérienne avec 5 avions. Et ce sont des étrangers qui exploitent l'aérien d'un grand pays continent. Une compagnie gérée par des juifs qui fait les personnes, enfin, les civils, les gens. Une compagnie gérée par les Indiens qui transporte les fret. Voilà le vrai enjeu. On n'a pas une banque d'investissement pour développer l'entrepreneuriat, les infrastructures, etc. Le seul code minier que nous avons ici à 10% à peu près des rétrocessions, ça peut nous générer suffisamment beaucoup d'argent. Mais on ne s'appesantit pas là-dessus. On fait semblant comme si cet argent n'en entrait pas. Oui, mais le problème du Congo, je vous le rappelle, c'est la géopolitique. C'est la géostratégie. Géopolitique de quoi? De nos souverainetés. Géopolitique de géoéconomie. Géopolitique de quoi? Géogouvernance, géopolitique de la gouvernance. Et ensuite, l'application des textes d'une manière intemporelle, impersonnelle. C'est tout. Tout le reste, ce n'est que conjoncturel. Mobutu avait trahi à son temps, Kassavo à son temps, ceux qui sont succédés, chacun a trahi à sa manière. Il faut qu'on laisse le président Tshisekedi faire des choses qui vont l'inscrire dans la durée, dans le temps. C'est ce qu'on peut donner. Nous sommes stratèges, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes à la première école doctorale pour mettre tout ceci en place avec mes collègues et tout ça. Mais lorsque nous on parle comme ça, on ne nous écoute pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On observe. Un mot aussi quand même sur l'opposition qui s'est réunie une nouvelle fois de plus. C'est vrai, en décembre, il y avait une forte union qui n'a pratiquement rien produit parce que les résultats étaient catastrophiques pour l'opposition. Épiphénomène. Ils sont là encore aujourd'hui. Épiphénomène. C'est la classe politique au sens large du terme. Ce n'est pas question d'opposition. Ça, c'est épiphénomène. Monsieur, vous vous réunissez pour contrer la modification et le changement de la Constitution. Mais pour quel impact? Dites-moi. Les finances congolaises, est-ce que c'est géré par l'opposition? L'opposition peut aller faire du bruit au Parlement, mais au quotidien, qui pilote la stratégie financière de la RDC? Ce n'est pas la classe politique. Même ce qu'on appelle la souveraineté, excusez-moi du peu, des déplacements. Il y a des députés et les ministres qui vont faire la queue à l'espace Schengen pour avoir les visas. En Chine, ça ne se passe pas comme ça. En Russie, ça ne se passe pas comme ça. Aux États-Unis, aucun ministre, aucun député ne peut pas aller à l'ambassade de la RDC pour aller chercher les visas. C'est son service du protocole qui fait tout ce travail. Mais ici, on convoque les élus pour venir faire la capture. En Angola, un ministre ne va pas à l'ambassade chercher les visas en Angola. Au Rwanda non plus. C'est ça ce qu'on doit récupérer. La souveraineté, la géopolitique et la gouvernance. On doit récupérer ce qu'on appelle l'État.
l'intelligence de l'État. Voilà ce que vous appelez l'opposition. Ancien Premier ministre, ancien ministre du budget, ancien député, prix Nobel, ancien gouverneur. Il faut ce qu'on appelle l'intelligence de l'État. L'État doit être intelligent. Et cette intelligence est gérée par quoi? Ben, par les think tanks, par les gens qui réfléchissent. Parce qu'on gère l'État avec quoi? La stratégie. La géopolitique égale vision, provision, action. Je répète. Vision, provision, action. J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez dire, nous voulons un grand État fort. Il faut vouloir cet État fort. Il faut maintenant provision. Il faut former les gens. Il faut constituer ce qu'on appelle une administration forte. Pas les individus. Une administration forte, comme en Belgique, comme en Italie, comme en Israël. Même s'il n'y a pas de gouvernement, l'administration tourne. Comme aux États-Unis. Une armée forte. L'État, c'est l'armée. C'est la force de coercition. C'est la force qui impose le respect chez les autres. Et après, vous pouvez attaquer. Action. Et vous attaquez pile poil et les gens vous respectent. Exactitude. Mais on ne peut pas aller faire des petites opérations. Voilà, les Maïmaï contre les FARDC contre ceci. Et puis le lendemain, on reprend. Les opposants. Vous avez les mêmes opposants. Il faut un peu du bruit. On les brutalise là sur la route. Et même ils se cachent. Et l'Église? L'Église catholique en particulier. L'Église est le prolongement de la géopolitique mondiale. L'Église catholique, c'est quoi? C'est Vatican. Le Vatican, c'est la CIA. Le Vatican, c'est les services. Les protestants, c'est quoi? C'est les Britanniques, c'est les États-Unis. C'est là-bas où vient leur argent. Ah, mais ils auraient reçu une bonne quarantaine de millions de la part de Félix Tshisekedi récemment à l'Église catholique. Oui. Il aurait distribué 1 million par diocèse, oui. Ce qui justifierait sa colère contre eux par rapport à leurs différentes sorties médiatiques sur la Constitution. Épiphénomène. Ça, c'est les carottes qu'on donne ponctuellement. Mais c'est la conscience nationale qu'il faut installer. La prise de conscience. Excusez-moi, hein, comme les Rwandais. Les Rwandais, c'est un petit pays, fragile, et qui a compris que il y a du miel en face. Nous, on doit utiliser notre génocide, on doit développer ce qu'on appelle la résilience, vision, provision, action. Vision, c'est quoi? Kagame arrive, il dit nous sommes Tutsis, et voilà, on a été toujours malmenés comme ça dans la sous-région, Ouganda, Zaïre, tout ça. On doit se former. Ils ont mis en place une armée forte, formée dans les grandes académies. Ils ont mis dans la tête de chaque Rwandais que vous êtes fragile, pour vous en sortir, allez voler chez les autres, victimisez-vous, vous allez vous en sortir. Et puis ils ont expliqué aux autres. Nous, on est bien organisés, on peut aller voler à RDC, ça passe par chez nous, on reste un peu avec quelque chose, ça part chez vous. Ensuite, ils ont investi dans la formation. Les ingénieurs, les mathématiciens, les économistes, l'utilisation du numérique. Moi, j'ai toujours dit, messieurs, comme dans notre pays, où est le service intranet? Connecter toutes les provinces, tous les gouvernorats, les membres du gouvernement. L'intranet, seulement l'intranet. On a même le ministère, non? Du numérique. Mais quand vous allez voir sur papier, il y a des choses intéressantes. Mais concrètement, pratique. Vision, provision, action. Je vous donne un dernier exemple. La thésaurisation. Les économistes vont vous dire ça. Dans chaque maison ici, des gens, il y a des cash. Mais il y a du cash. Pourquoi on ne prend pas la mesure? Interdiction de stocker l'argent chez vous, plus de 200 000 $. On perquisitionne, on trouve avec cet argent, on le confisque, on le met au trésor. Les lendemains, on a plein de devises. Hein. Mais on ne les prendra pas. On ne le fera pas. On garde les cash, on construit des immeubles. Boom immobilier, en ville, des appartements inhabités. Oui. 70% des Gombe appartiennent aux étrangers. Aux Indiens, particulièrement.
l'État doit s'assumer. Autrement dit, l'intelligence de l'État. Tous les restes épiphénomènes. Où est ce pays où il y a autant d'églises et des ONG? Autant. Opium du peuple, distraction. Nous enseignons à l'université. Un pays se développe avec l'élite formée. On devait investir suffisamment dans la formation des cadres, la mise en place des instituts supérieurs spécialisés. Voilà. Un mot quand même sur l'ENA, parce que depuis hier, on a appris qu'il y a un nouveau directeur général, celui qui était à la SENSAP, le directeur de campagne de Matata Pogno, Tombola Mouké, qui a été nommé directeur général. Vous êtes professeur là-bas à l'école nationale d'administration. Oui, l'ENA, c'est une très bonne initiative, justement, de Matata Pogno, qui est un homme qui aime l'excellence, etc. C'est sur le modèle français. Pour former les élèves, en fait, le futur cadre aux normes. Moi, j'enseigne là-bas depuis 10 ans maintenant. Mais les moyens mis à la disposition de l'ENA sont insuffisants. On devait avoir un campus universitaire, toujours pas mis en place. Pas de documentation, pas de... Nous, les enseignants, il faut mettre de la documentation à notre place, des choses intéressantes, nous payer aussi correctement, etc. Mais c'est cela. La Chine s'est développée avec l'enseignement. La Russie, c'est le premier pays au monde en nombre d'ingénieurs. ENA, ça veut dire École nationale d'administration. Et même en France, on doit former... à part Sarkozy, pratiquement tous les présidents français... Mais tous les gens sont énarques. C'est comme Harvard aux États-Unis. Cambridge, en Grande-Bretagne. Est-ce que vous savez que dans les 100 premières universités, il n'y a pas d'université congolaise au monde? Ni en Afrique, ni au monde. Oui. On doit se préoccuper de ça. Pas de la Constitution. Enfin. Alors en France, Jean-Marie Kassamba, pour parler de Emmanuel Macron, vous l'avez déjà un tout petit peu survolé tout à l'heure. Vous prévenez déjà à l'époque qu'il y aurait une crise, que Emmanuel Macron ne serait pas capable de maîtriser. Il est passé président de la République, certes, mais peut-être qu'il ne va pas finir son mandat jusqu'en 2027. On l'a vu hier face aux Français, discours à la nation. Il dit que ce n'est pas son action qui est important en ce moment parce que de toutes les façons, tout le monde sait qu'il ne peut pas se représenter en 2027. Tout ce qu'il fait, c'est surtout pour le bien-être des Français. Emmanuel Macron, que j'ai connu moi, cadre chez Rothschild, c'est un bon banquier, hein, un jeune qui a fait son premier stage au Nigeria. Moi, que je l'avais connu, il était très brillant. Il est brillant en termes de technique. C'est un bon technicien. Mais c'est l'Arlésienne, formée par qui? Ou plutôt créée par qui? François Hollande et les médias en ligne. En marche à l'époque. Médias en ligne. Tout bougé. Oui, médias en ligne. Macron, c'est le produit de la finance. Parce que lui-même, il est produit de la finance. Et la France devait fonctionner avec un président tactile, qui parle marketing, qui parle communication, qui traite des dossiers d'une manière plus rapide, etc. Mais là où il a péché, c'est que la France est un vieux pays qui a parfois besoin des politiques, d'hommes d'État. François Mitterrand, Général de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac. Ça s'arrête là. Tout ce qui est venu après ça. Oui, non, c'est pipeau ça. Sarkozy, Hollande. Non. La France a besoin de ça. Et lui, il a joué un peu comme ça, en bluffant. Grand bluffeur. Il parle bien. Quand on lui fait des notes, il restitue très bien, Macron. Mais la France, c'est pas ça. La France, c'est l'Afrique. La France existe parce qu'il y a la zone CFA, parce qu'il y a la France-Afrique, parce qu'il y a, à l'époque, une grande coopération avec l'Union soviétique, l'URSS, aujourd'hui la Russie. Et lui, il a voulu mettre un coup de pied dans tout ça, il voulait être avec tout le monde, et il s'est fâché avec tout le monde.
Macron n'a pas d'amis. Il a déconnecté la France de l'Afrique. Il a tout perdu en Afrique pratiquement. J'ai dit déconnecté. Est-ce que le franc CFA à l'avenir, ça va changer ou ça va... Bientôt. Bientôt. Et vous savez que la France s'est endettée jusqu'aux pieds. Enfin, jusqu'à la tête. Voilà ce qu'on appelle les grands présidents en enlevant les 3 derniers. D'abord, l'homme qui a fait la grande République française, après la Deuxième Guerre mondiale, général de Gaulle, Pompidou, qui l'a succédé, il était son ancien Premier ministre, et qui l'a succédé, et il est mort, enfin, il était malade, etc. Et les grands économistes, Valéry Giscard d'Estaing, pas très grand président, mais technicien et félin. Et enfin, l'homme qui a la noblesse de la politique, François Mitterrand, que moi j'ai connu, 14 ans de pouvoir, et il a laissé au maestro les grands parleurs, Jacques Chirac, l'ami de l'Afrique, bon, les bons vivants, etc. Tous les restes, ce sont excusez-moi du terme, des présidents en minuscule. Voilà. Sarkozy, un avocat très agité, il était dans l'ombre de Jacques Chirac. François Mitterrand, c'est plutôt François Hollande. Eh ben, c'est lui, secrétaire de PS. C'était l'enfant, on va dire, de François Mitterrand. Et c'est Hollande qui a fabriqué Macron. Jusqu'aujourd'hui. Il a failli nommer d'ailleurs Hollande Premier ministre. Ça peut arriver, hein, parce qu'il vient de se faire élire député. En fait, en réalité, ce qui se passe là, c'est le théâtre. L'année prochaine, dans 2 ans, Macron, c'est fini. Mais la France, avec la crise, avec les situations difficiles, il risque d'avoir une transition compliquée. Très compliquée. Et Marine Le Pen, ou Bardella, je ne sais pas qui pourra prendre la place, ce qui sera beaucoup plus difficile parce que la France est un pays juif. On ne peut pas laisser le Front National prendre la tête de la France. Et il y a Mélenchon. Oui, Mélenchon, il est vieux, trop vieux. Il est aussi de gauche. Et quelquefois, il a un discours ambigu avec les juifs. Donc, ça ne passera pas. Donc, la France va aller comme ça en tâtonnant. Parce que la France a joué, Macron, pas la France, Macron a joué les jeux des Américains. Les Américains ont voulu fragiliser l'Europe en les déconnectant de la Russie, qui fournissait gaz, pétrole, matières critiques, etc. Aujourd'hui, avec la dette, avec la crise dans tous les sens, ça va être compliqué. Parce qu'au niveau de l'Afrique, le mouvement dans les Sahel, ça s'est amplifié. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad s'est emboîté les pas. Et l'antichambre de la France, c'est-à-dire le Sénégal, c'est déjà fait. Regardez comment ils ont fêté Tiao et 80 ans plus tard. Ça veut dire qu'on a réveillé ce qui sommeillait dans chaque Africain. Les crimes, comme en Algérie, comme au Sénégal. Il y en a eu aussi au Cameroun. Voilà. On est en train de réveiller dans chaque pays d'Afrique tout ce qui s'est passé. Est-ce que la Russie gagne dans tout ça? La Russie on a vu l'élection de Trump, c'est vrai, ils ont regardé ça quand même d'un œil assez loin, ils ne se sont pas trop agités. Là, on voit la catastrophe en France. Est-ce que la Russie a tout gagné, monsieur. Voilà le maître du monde. Il s'appelle Poutine. Est-ce que vous savez que la Russie, c'est le plus grand pays, le pays le plus riche en matières premières et le pays le plus équipé militairement? Malgré les discours qui ont été développés, ils ont des armes obsolètes, etc. Technologiquement, la Russie est en longueur d'avance, même vis-à-vis des Américains. Économiquement, la Russie aujourd'hui pèse lourd. Le pétrole russe est vendu 4 fois plus cher aux Européens. Et la Russie continue à fournir, même aux États-Unis, les matières premières, notamment l'uranium, etc., etc. Et la Russie s'est alliée avec qui? La Chine, l'Inde. Le BRICS. Oui. Et donc,
Macron ne fera rien par rapport à la Russie. Bien au contraire, la guerre est déjà terminée. Votre comédien, là, comment il s'appelle? Zelensky. Il fait que changer d'endroit où dormir, et tout ça. Et donc, c'est la Russie qui a tout gagné. La Russie a raflé l'Afrique. L'uranium. Avec toute la génération, entre guillemets, putschiste, selon les médias français. L'uranium nigérien, c'est la Russie. Le diamant centrafricain, c'est la Russie. Voilà. Ils viennent même de récupérer les Tchad. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour ces analyses. C'est très belles analyses, comme toujours. On est au mois de décembre, donc on va quand même exiger que vous puissiez présenter des vœux à ceux qui vous sont chers. Bientôt, la semaine prochaine, je ferai le vœu pour nos téléspectateurs. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis des dieux qui nous gardent encore et qui nous préservent énormément. Mes employés, mes collaborateurs, vous-même qui excellez, c'est pour ça que je voulais souvent vous mouvoir. Nous avons la chance d'avoir un grand pays, mais nous sommes dans une inconscience permanente. On ne se rend pas compte du gâchis de ces pays. Malgré tout ce qu'on dit, tous les conseils qu'on donne, les gens ne suivent pas. C'est triste. Parce que on pouvait aller très loin. On allait nous respecter. Nous allions changer la vie de nos compatriotes. Mais nous ne désespérons pas. C'est pour ça que nous faisons encore des thèses de doctorat, nous réfléchissons comme ça, nous essayons de donner des conseils, etc. Il faut qu'on nous écoute un tout petit peu. Parce que ces mariages, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, si on avait laissé tout ceci avancer, on serait déjà très loin. Et ce n'est pas tard pour que les deux ici se reparlent encore, fassent des choses pour que ce pays aille de l'avant. Parce qu'en réalité, quand les Biden viennent ici, ils ne tiennent pas compte ni de Kabila ni de Félix. Kabila a été combattu par les milieux, on va dire, américains, etc. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est aussi un tout petit peu combattu par ces gens-là parce qu'ils ont eu des contacts avec voilà, les Angolais, les Rwandais, etc. au détriment de notre pays. Alors que s'ils étaient unis comme ça, on allait mettre ensemble toute notre intelligence et on allait faire avancer le Congo. Mais il y a toujours quelques zélés qui pensent que plus on fait du mal à tel, bon, on va se débrouiller tout seul. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Le Congo, c'est ça. Être ensemble, travailler ensemble, on peut faire avancer les choses. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je vous disais juste avant qu'il n'arrive qu'il était en train de préparer quelque chose de grand, que ce soit sur un point de vue personnel, même public, tout ce qu'il apprend. C'est pour le Congo notamment. Il a donné toute sa vie pour le Congo. Il était parti, il pouvait faire mieux, mais il est revenu se battre ici avec nous, Jean-Marie Kassamba, pratiquement d'ailleurs 12 mois sur 12 en République démocratique du Congo, ne prend pas de vacances ou quoi que ce soit. On a que ce pays. Travaille pour la République démocratique du Congo qu'il aime tant. Donc il a lui-même révélé, bientôt docteur à l'école, le collège des hautes études de stratégie et de défense de Chesde, notamment, que vous connaissez déjà. Il était de la première promotion à l'époque et maintenant il est de la première promotion doctorale aussi. Une bonne cinquantaine, l'élite, la crème de la crème en République démocratique du Congo, parmi lesquels Jean-Marie Kassamba. Merci. Je salue mes collègues de la promotion. Les généraux, les colonels, les ministres, les députés, etc. Nous sommes vraiment très soucieux. Nos débats sont de très haut niveau. Et on a des auditeurs, enfin, des professeurs qui viennent, il y a des séminaires qu'on tient tout le temps. C'est très intéressant. Pourvu que vous soyez écoutés, comme vous l'avez dit. Qu'on nous écoute. N'importe quel pays fonctionne avec les think tanks, ce qu'on appelle des structures d'aide à la décision. Il faut des gens qui réfléchissent et qui proposent à ceux qui décident de décider. Il y a des gens qui décident sans avoir réfléchi. Or, toute bonne décision provient d'une profonde réflexion. Vision, provision, action. N'agissez pas si vous n'avez pas encore réfléchi. N'agissez pas si vous n'avez pas planifié. Imaginez, je vais terminer par là. Aujourd'hui, on attaque les Rwandais. Heureusement qu'on n'attaque pas encore. On n'ose pas attaquer.
Les Rwandais, ils ont en vision mobiliser le monde entier. Les grandes puissances. Il y a eu des génocides chez nous, on est un petit pays, on les attaque, tout le monde. Oh, les Rwandais ont été attaqués. Ils vont être de leur côté. Les Rwandais, provision, a fait une armée organisée. Ils auront tous les droits de nous attaquer, de prendre des histoires chez nous, etc. Tampon qu'on fait Israël là. Et comme les frontières aujourd'hui sont remises en cause constamment, regardez au Sud-Soudan, regardez même en Ukraine, regardez ce qui se passe au Kurdistan, etc. Mais on n'aura que nos yeux pour pleurer. Heureusement que Félix Tshisekedi est sage, il fait des analyses, il comprend, non, pour le moment on s'organise, etc. Vision, provision, action. Voilà. Merci beaucoup. On retiendra cela en tout cas dans la tête, ce trio qui peut aider la République démocratique du Congo à aller loin, à être un grand pays comme il est destiné à l'être, n'est pas agir sans réfléchir, avoir la vision, créer la provision avant de poser tout acte. Merci beaucoup Jean-Marie Kassama. Merci et bon week-end. Merci également à vous, meilleurs vœux et des très bonnes choses à vous. Télé 50 en ce mois de décembre vous prépare la totale et 2025 encore mieux. Donc restez fidèles à nos programmes.